Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Christophe Le Scrill. C'était un jeune jockey prometteur à qui tout souriait. Sur les champs de course, des victoires éclatantes, et à la maison, une femme magnifique et une fillette adorable. Et pourtant, Christophe Le Scrill est retrouvé étranglé un soir de janvier 1994 au fond d'un bois près de Chantilly. À l'époque, l'affaire fait la une de tous les journaux. Qui a tué la jeune star du tiercé ? Des rivaux, jaloux de ses succès, ou peut-être des truands sur fond de paris truqués ? C'est en tout cas ce que pensent les enquêteurs. Mais cherche-t-il dans la bonne direction ? Pas si sûr. Chantilly, au nord de Paris, une ville tranquille et préservée, située au cœur d'un grand domaine forestier. Célèbre pour son château, son hippodrome et ses haras, le milieu hippique en a fait sa ville phare. C'est la capitale du cheval et des événements mondains. Il y a des courses régulièrement qui sont organisées sur place. Tous les gens qui viennent y assister sont en très belle tenue. Donc les hommes sont en costume, des fois avec chapeau et queue de pie. Céline Cortier, amie de Christophe Le Scrill. Et les femmes, elles, c'est le concours de l'élégance. Les jockeys sont là-bas un petit peu ce que seraient à Cannes les artistes de cinéma. Georges Charrière, journaliste au Courrier Picard. Des gens connus, appréciés, et puis il y a toute une vie autour des courses. Il y a les courses en elles-mêmes, il y a l'à côté course, il y a ce milieu, les cocktails, les expositions, les événements mondains. Donc c'est un milieu qui vit un petit peu, tout le monde se connaît. On vit un petit peu en autarcie finalement. Au début des années 90, dans le monde très disputé des jockeys, un jeune homme sort du lot. Il s'appelle Christophe Le Scrill. Il a 20 ans, et à Chantilly, il est considéré comme un crack des courses de galop. Comme tous les jockeys, il n'est pas grand, il est aussi pas lourd. C'est quelqu'un, c'est ce qu'on pourrait appeler un beau gosse. Le monde du cheval, c'est quelque chose qui le passionne. Il a rêvé toute sa vie d'être jockey et il a réussi. On lui prédit un avenir qui sera forcément glorieux. Il a déjà gagné plus de 150 courses. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et tout le monde prédit que ce sera sans doute un des plus grands jockeys de sa génération dans les années suivantes. Christophe remporte d'abord des petits prix, puis en août 1990, il arrive en tête d'une compétition très réputée à Deauville, le Piaget d'Or. Une victoire qui le propulse parmi les meilleurs. À 50 mètres du poteau, avec Mariage Secret qui l'emporte. Moi, je me rappelle quand il gagne le Piaget d'Or, voilà, c'est... Martial Marcon, jockey et ami de Christophe Le Scrill. C'était l'éclosion d'un nouvel espoir. Christophe est un jockey brillant. Il se consacre corps et âme à sa passion du cheval. Chaque jour, dès l'aube, il est sur les champs de course à cravacher les pur sang. Et l'après-midi, il enchaîne les compétitions, sans répit. Mais c'est au détriment de sa vie privée. On ne lui connaît pas de conquête féminine. Jusqu'au jour où il croise le chemin de Nathalie Bertiglia. Elle a 24 ans, elle aussi est jockey, elle entraîne les chevaux. C'est une des rares femmes qui exerce dans ce cercle très fermé. Et elle fait fantasmer tous les cavaliers. Alors Nathalie, comme tous les jockeys, est petite. Olivia Kligman, avocate de la défense. Elle est plutôt avenante, mignonne. Je crois qu'elle plaît beaucoup d'ailleurs dans le milieu des courses. Jolie brune fille qu'on remarque en tout cas parce qu'elle est blonde, elle est plutôt en général apprêtée, maquillée. Et donc dans ce milieu qui est quand même très masculin des jockeys, des jeunes jockeys, c'est quelqu'un qu'on remarque. Christophe tombe aussitôt sous le charme. Ils sont jeunes et ils ont la même passion pour le cheval. De l'hippodrome à la ville, ils ne se quittent plus et entre eux, tout va très vite. 3 mois après leur rencontre, ils se marient et réalisent un premier rêve. Ils achètent une maison dans le quartier chic de La Morlaix, près des champs de course. Ils s'entendent à merveille et tout leur réussit.
Dans ce couple assez glamour, en fait, chacun a un peu trouvé sa place parce que lui se consacre à 100% à sa carrière, tandis que Nathalie, elle, qui est plutôt le contraire, en fait, qui aime beaucoup sortir, s'afficher, qui aime les réceptions, les soirées, elle s'occupe finalement des relations publiques du couple. Tout se passe très bien, ils sont très en vue. Ce qui manque à leur bonheur, c'est un enfant. Et Nathalie va donner un enfant à Christophe. Une petite fille qu'il prénomme Mayerling. En apparence, un couple comblé, mais du côté de Nathalie, le malaise s'installe. À la différence de Christophe, elle accepte mal son rôle de parent. Lui est aux anges d'être papa. Ça devient un papa poule, c'est-à-dire que après il n'a plus que son travail en tête et rentrer retrouver sa fille et passer du temps avec sa fille. Et Nathalie à côté de ça perd sa place de première femme dans le cœur de Christophe. Elle va pas supporter de rester chez elle alors qu'elle est sur une lancée de sorties, de paillettes, de vie superficielle. Nathalie ne supporte pas de rester seule pour s'occuper de son bébé. Le soir, la vie mondaine de Chantilly, qu'elle apprécie tant, lui manque. Alors les conflits avec son mari deviennent fréquents. Le 5 janvier 1994, une nouvelle dispute éclate et le ton monte plus que d'habitude. Vers 23h, le jockey contacte les gendarmes de Chantilly. Christophe leur explique qu'il y a un problème avec son épouse qui est menaçante et il leur demande très clairement de venir. Elle l'importune et Gérard Durand, officier de gendarmerie. bon nombre de patrouilles sont engagées parce que cette même soirée, les patrouilles se trouvaient sur une vol à main armée suivie de séquestration. La priorité, c'est pas de régler un différend familial où a priori il n'y a pas de violence exercée. Donc le gendarme explique gentiment qu'ils ne peuvent pas venir pour l'instant. Les gendarmes ne sont pas disponibles. Alors Christophe appelle deux amies proches, Céline et Corinne. Elles dînent ensemble ce soir-là, à quelques kilomètres de chez lui. Il a besoin de leur aide pour calmer le jeu. Christophe nous a appelés en nous disant écoutez, j'en ai marre, agacé par la situation, en disant on a discuté, de toute façon ça mène à rien. Les gendarmes sont toujours pas là, ils veulent pas se déplacer. Et puis elle est montée dans la chambre de Mayerling, elle veut même pas la laisser dormir. Il est l'heure qu'elle laisse la petite dormir. Les deux amis conseillent à Christophe d'insister auprès de la gendarmerie. Il est maintenant 23h30, soit une demi-heure après son premier appel. Le jeune homme recontacte les gendarmes. Sa femme ne se calme pas. Cette fois-ci, une patrouille se déplace. Il ne lui faut que 15 minutes pour arriver. Mais une fois devant la maison, surprise. Dans la plupart des affaires de différends familiales, on entend des cris, des insultes, la vaisselle qui casse. Là, il n'y a pas un bruit. Donc ils s'approchent, ils vont sonner à la porte du pavillon. Pas de réponse. La maison est éclairée, les portes sont fermées. Il n'y a pas de traces extérieures douteuses. Un silence qui intrigue les gendarmes. Ils décident de faire le tour du propriétaire. À ce moment-là, une voiture arrive. Il s'agit de Céline et Corinne, les deux amies de Christophe. Inquiètes, elles ont préféré venir à son domicile. Il y a une lumière dans la cuisine, mais rien qui se passe. Pour nous, pas d'ombre, rien. Une deuxième voiture arrive, il s'agit de la maman de Nathalie Le Scril. Madame Bertiglia est de retour d'un dîner. Elle habite chez le couple depuis plusieurs mois pour les aider à s'occuper de leur bébé d'1 an et demi. Elle a les clés, elle peut donc faire entrer les gendarmes dans le pavillon. Le couple n'est plus dans la maison, tout le monde est parti, le bébé aussi. Il n'y a pas de fauteuil renversé, il n'y a pas de tissu arraché, il n'y a pas... La maison est en ordre. On monte à l'étage, on va voir dans la chambre de Christophe et dans la chambre de la petite. Pas de désordre apparent non plus. La mère de Nathalie a une explication simple. Sa fille et son gendre ont dû sortir après leur dispute.
et elle se veut rassurante. La maman de Nathalie Lesgrill va leur expliquer que, écoutez, ça leur arrive parfois d'avoir des mots un peu durs, et puis quand c'est comme ça, ils vont faire un tour, et puis après ils se réconcilient. Georges Charrière, journaliste au Courrier Picard. Donc il n'y a aucune raison pour que les gendarmes s'inquiètent plus que ça. Donc effectivement, ils ont pu partir tous les deux pour discuter. Et qui preuve que le couple est ensemble, la petite, l'enfant est avec eux aussi. Et là, elle nous rassure en nous disant Céline Cortier, amie de Christophe Lesgrill. Rentrez, de toute façon, s'il se passe quoi que ce soit, je vous tiens au courant. Pour les gendarmes, tout est calme. Il n'y a pas de traces de violence dans la maison, alors leur mission s'arrête là. Tout le monde quitte les lieux. 2 heures passent. Il est maintenant 3 heures du matin. La mère de Nathalie appelle la brigade. Tout est rentré dans l'ordre. Sa fille vient d'arriver avec son enfant. On peut supposer que Christophe Lesgrill, le brillant jockey, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers, sera de retour à son domicile dans la nuit ou comme ça. Donc on en est là à ce moment précis de la nuit. Mais le lendemain matin, 6 janvier, Nathalie Lesgrill se présente dès la première heure à la gendarmerie. C'est une femme qui est inquiète, qui donne l'impression de ne pas avoir beaucoup dormi, qui a l'air angoissée et qui vient leur dire « Écoutez, mon mari a disparu ». Elle déclare qu'ils se sont disputés, il y a eu des disputes, il y a eu des... Gérard Durand, officier de gendarmerie. Des coups, elle a eu peur et elle s'est sauvée avec sa fille. En prenant la voiture, elle l'a vue courir derrière la voiture, dans son rétroviseur, et puis plus rien. Nathalie raconte qu'elle a dû s'enfuir avec sa fille car son mari aurait été menaçant. Elle a même pensé qu'elle allait mourir car Christophe aurait tenté de l'étrangler. Mais à son retour à 3 heures du matin, Christophe n'est pas à la maison et il n'est toujours pas rentré. Nathalie est très inquiète. Les gendarmes disent dans ce cas, écoutez madame, on va attendre un petit peu. Il est 9h, ça fait que 6 heures que ça vient de se passer. Peut-être que votre mari a simplement voulu prendre un petit peu l'air et puis qu'il va revenir, donc on va attendre un petit peu. Et les gendarmes Olivia Kligman, avocate de la défense. estiment, quant à eux, qu'il n'y a pas forcément de disparition inquiétante puisqu'il n'y a pas d'indices qui permettent de s'inquiéter. Les gendarmes leur répondent, c'est de dire, écoutez, il est adulte, il fait ce qu'il veut. Ni désordre, ni trace de lutte dans la maison. Donc, aucun élément ne permet aux gendarmes d'ouvrir une enquête. Mais Nathalie insiste. Elle est persuadée qu'il est arrivé quelque chose à son mari. Selon elle, Christophe a sans doute regretté son geste de violence et pris la fuite. Mais pour aller où ? Elle veut à tout prix le retrouver. 3 jours plus tard, Nathalie est toujours sans nouvelles de Christophe. Et les gendarmes n'ont pas l'air inquiets. Alors la jeune femme décide de passer à la vitesse supérieure. Elle alerte la presse. Elle pense que les journalistes vont être intrigués par la disparition de son mari et qu'ils vont l'aider. On est dans le monde des courses, les jockeys sont connus, donc le nom de Lesgrill qui commençait à grimper dans le monde des jockeys attire aussi les médias pour en parler dans les journaux spécialisés et dans la presse people, quoi. Elle reçoit les journalistes, elle leur raconte son histoire, elle est éplorée. Elle veut vraiment qu'on retrouve son mari, elle est vraiment inquiète et elle semble persuadée que quelque chose est arrivé. Là, il y a tous les bons ingrédients. Pour la presse, c'est du pain béni. La star du hippisme, sa femme éplorée, l'enfant au milieu, ce monde un peu opaque des courses. Et là, tout le monde imagine un roman policier déjà. Donc, tous les journaux se focalisent sur cette affaire. La disparition du jockey star fait les gros titres des journaux. L'affaire Christophe Lesgrill passionne les médias. Même la télévision s'empare de l'histoire.
Mystérieuse disparition à La Morlaix dans l'Oise où depuis le 5 janvier dernier, le jockey Christophe Lescril n'a pas donné signe de vie. La disparition du jockey Christophe Lescril reste toujours inexpliquée. Ses amis trouvent que cette disparition est plus qu'inquiétante et côté enquête, pour le moment, la plus grande discrétion et de rigueur. Mais le battage médiatique n'apporte aucun élément nouveau. En revanche, la mobilisation de la presse met les gendarmes sous pression. Pour comprendre ce qui a pu le pousser à disparaître, ils se penchent sur la personnalité de ce jockey. Dans un premier temps, ils partent sur la piste suggérée par Nathalie, un départ volontaire. Problèmes conjugaux, pression des courses, Christophe aurait pu craquer. Il faut dire que depuis l'âge de 14 ans, quand il intègre l'école des jockeys, c'est le parcours du combattant tous les jours. Encore adolescent, Christophe quitte ses parents pour un pensionnat à Maisons-Laffitte, une formation très dure entre l'entretien des chevaux et le nettoyage des écuries. Christophe, je le rencontre quand je rentre à l'école. Martial Marcon, jockey et ami de Christophe Lescril. On part tous en bus à l'école technique pour retrouver notre maître d'apprentissage. C'est l'armée. C'est l'armée. L'hiver, moins 15, moins 20, on monte sans gants. Pas le droit de blouson. Il fallait pas se faire choper avec un casque en train de balayer la cour parce que vous vous retrouvez avec un seau d'eau sur la tête, même en pleine période de gel. Nettoyage des box, c'est un boulot d'adulte. C'est une formation difficile et draconienne parce que ça demande aussi à faire attention à son physique parce qu'il y a un poids à respecter. C'est un métier qui est très très dur physiquement et moralement. À la pression de son travail s'ajoutent ses récents problèmes conjugaux. Interrogée, Nathalie leur révèle que depuis la naissance de Meyerling, leur couple s'est fragilisé. Sa nouvelle vie de mère au foyer ne lui convient pas et elle est malheureuse. Son mari aussi. Elle veut continuer à sortir, à faire la fête. Paul Lefebvre, chroniqueur judiciaire. Alors que lui préfère rester chez lui avec sa gosse et se reposer. Bon, c'est le mal insidieux qui va détruire ce qu'il voulait construire. Entre la carte postale ou le conte de fées du couple, il y avait quand même une réalité à la fois professionnelle et familiale qui pourrait expliquer une disparition volontaire de Christophe Lescril. En rencontrant les amis du couple, les gendarmes comprennent qu'en fait, Christophe était déprimé. L'hypothèse d'une fugue dépressive devient plausible. Alors on peut se poser la question, les gendarmes vont se la poser, c'est est-ce que Christophe finalement il va pas, comme on dit, péter les plombs? Est-ce qu'il n'a pas fait un burn-out, qu'il n'a pas vrillé à un moment donné et qu'il ait décidé au moins de mettre de la distance pendant quelques jours entre cet univers un peu oppressant de son métier et de son épouse pour aller prendre l'air et prendre quelques jours de vacances et peut-être revenir avec de meilleures dispositions? Nathalie insiste. Selon elle, si son mari n'ose pas revenir, c'est parce qu'il doit culpabiliser après avoir tenté de l'étrangler. Nathalie Lescril qui a raconté cette soirée, cette énième dispute qui dégénère. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Suggère le fait que peut-être que Christophe serait parti prendre du recul pour un peu se dédouaner de ce comportement. Tout indique que Christophe aurait pu vouloir fuir cette vie qui lui serait devenue insupportable. Mais en creusant un peu cette hypothèse, les gendarmes constatent que certains éléments ne collent pas avec la piste de la fugue. Il y a un élément qui est majeur. Georges Charrière, journaliste au Courrier Picard. Pour comprendre Christophe Lescril, c'est cette petite fille qui est au centre de sa vie. C'est pas un garçon abandonné. De toute façon, un garçon avec le parcours professionnel qu'il avait par l'école où on est passé, c'est pas quelqu'un qui abandonne. Il n'y a personne du monde des courses qui a cru à la fugue. Personne. Les gendarmes ont encore des doutes. Mais en poursuivant leurs investigations, ils découvrent de nouveaux détails qui ferment la piste d'une disparition volontaire. On est en plein hiver, s'il fait en plein hiver et il fait froid, on va prendre son manteau, on va prendre
Si on a une carte des moyens de paiement, on va les prendre, une carte bancaire, tout bêtement une brosse à dents. Alors donc les investigations permettent de dire qu'il n'a pas d'argent. Gérard Durand, officier de gendarmerie. Il a laissé sa voiture, aucun papier, aucun document d'identité, pas de vêtements. Et là, tous ces éléments-là, les gendarmes, ils savent qu'ils sont restés dans la maison. Ça n'a pas disparu. Partir sans vêtements et sans argent pour une journée, les gendarmes peuvent le concevoir. Mais cela fait maintenant une semaine que Christophe a disparu. Alors pour tenter de le localiser, ils passent au crible ses comptes bancaires à l'affût d'un achat ou d'un retrait d'argent. Et là, surprise. Il n'y a aucun mouvement sur la carte bancaire. Un homme qui disparaît comme ça, sans avoir besoin d'argent, sans faire bouger sa carte, c'est quelque chose de très inquiétant pour les enquêteurs. Et là, s'allume cette petite lumière qui fait que on commence à se poser des questions. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, on s'est dit, mais où est ce garçon ? Cela fait 7 jours que Christophe a disparu. Pour les enquêteurs, l'affaire prend maintenant une dimension inquiétante. S'il n'a pas fugué, il faut envisager d'autres pistes. Mais lesquelles ? Il se penche sur son milieu professionnel. Et là, l'enquête se complique, car les courses, c'est un monde à part où règne parfois une certaine omerta. Le monde des courses, et en particulier des jockeys, est un monde un peu particulier. Paul Lefebvre, chroniqueur judiciaire. Chacun a ses propres affaires et il n'en parle pas aux autres, etc., etc. Il y a une sorte de loi du silence. C'est un milieu qui est très fermé, malgré la population très importante dans le milieu des courses du secteur de Chantilly, qui est très fermé. Et dans cet univers impitoyable, il existe des enjeux financiers importants, parfois à l'origine de tricheries. C'est le royaume des paris, avec des gains qui font tourner la tête. Et des courses arrangées, ça s'est déjà vu. Et si Christophe avait été victime de bookmakers peu scrupuleux ? Le truc classique dans les courses, c'est les courses truquées. On peut payer le favori pour qu'il aille moins vite et qu'il fasse gagner ce qu'on appelle un tocard, qui va être à une cote très très élevée. Et donc, ce qui permet de gagner beaucoup d'argent, parce que si on met beaucoup d'argent sur un tocard, la bascule est quand même énorme. Et on a déjà eu d'exemples de jockeys qui ont été pris la main dans le sac pour avoir triché ou pour avoir retenu ses chevaux. Est-ce que Christophe Le Sgril, moyennant finance, aurait accepté de ralentir un cheval pour qu'un autre gagne? On va regarder là-dessus. Pour les enquêteurs, un scénario se dessine. Christophe aurait pu être mêlé de gré ou de force à une affaire de course truquée. A-t-il été victime d'une entourloupe quelconque, ou est-il à l'origine d'une entourloupe quelconque? On peut imaginer que Christophe Le Sgril aurait pu être enlevé dans le cadre de pression. Et donc les gendarmes enquêtent pour savoir s'il n'y avait pas eu une approche ou quelque chose de ce genre-là dans les jours qui ont précédé sa mystérieuse disparition. Ils auditionnent tour à tour les collègues jockeys de Christophe, mais aucun d'entre eux n'a entendu parler de la moindre tricherie à propos de leurs camarades. Tous les gens du milieu des courses qui sont interrogés sur Christophe Le Sgril sont tout à fait unanimes, c'est-à-dire qu'ils décrivent un personnage qui est un peu au-dessus de tout soupçon, une sorte d'incorruptible dans ce milieu, et donc on ne peut pas imaginer que Christophe ait succombé à la tentation et pu accepter des pots de vin pour truquer une course. Donc aucun élément laisse à penser qu'il aurait pu participer à des malversations. En clair, aucune trace de versement suspect. Les gendarmes continuent leurs investigations, mais après quelques jours d'enquête, rien ne permet d'affirmer que Christophe ait été mêlé à une quelconque escroquerie. Deux semaines ont passé depuis la nuit du 5 janvier et l'affaire est toujours au point mort. Aucune nouvelle de Christophe Le Sgril. Pour Nathalie, pas question d'en rester là.
Elle est prête à tout pour retrouver son mari. Et elle veut frapper un grand coup pour sensibiliser la France entière à son histoire. Alors, elle s'adresse à l'un des animateurs les plus célèbres de l'époque, un certain Jacques Pradel. L'émission est déjà la référence des programmes de faits divers. Bonsoir à tous et merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous sur TF1, rendez-vous qui se déroule, comme on vient de vous le dire, en direct total. Elle va contacter l'équipe de Perdu de vue. Perdu de vue, c'est l'émission un petit peu emblématique de Jacques Pradel à l'époque sur TF1. Au niveau des audiences, c'est quand même quelque chose de faramineux à l'époque, donc c'est ce qui aura le plus d'impact. Et cette émission est très regardée. Elle a un taux de réussite assez important, parce que l'idée, c'est justement de retrouver des gens qui ont disparu ou d'apporter une solution à une disparition. C'est pour Nathalie le dernier espoir de retrouver l'homme qu'elle aime. L'équipe de journalistes commence une enquête minutieuse pour préparer l'émission, mais au bout de quelques semaines, ils abandonnent l'affaire. Les gendarmes, à ce moment-là, sans rentrer dans le détail de leur enquête, déconseillent fortement aux équipes de Pradel de traiter le sujet dans leur émission. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc, ayant un peu tâté le terrain, les journalistes de TF1 renoncent à faire un sujet à ce moment-là. Cette nouvelle assomme Nathalie. Elle veut à tout prix savoir où est son mari. C'est pour cela qu'elle a mobilisé la presse. Avec le refus de Perdu de vue, une occasion rêvée de retrouver Christophe tombe à l'eau. Surtout qu'à sa connaissance, l'enquête ne progresse pas. Mais ce qu'elle ignore, c'est que les enquêteurs ont continué leurs investigations. 15 jours après la disparition, ils recueillent un témoignage clé, celui d'une jeune femme qui voulait rester discrète. Ces déclarations vont donner un nouvel éclairage à l'affaire. Les gendarmes vont découvrir que depuis 6 mois, Christophe Le Scril entretenait une nouvelle liaison avec une jeune femme dont il paraissait tout à fait éprise. Cette jeune femme s'appelle Corinne. Elle vient livrer un témoignage capital. Elle raconte qu'en fait, Christophe et Nathalie seraient séparés depuis 8 mois. Et ce n'est pas tout. Corinne révèle aux gendarmes qu'elle a une liaison avec le jockey. Nathalie Le Scril avait quitté le domicile conjugal depuis plusieurs mois et donc la situation du couple était peut-être encore plus compromise que voulait bien l'avouer Nathalie Le Scril. Ça nous fait penser qu'il y a quelque chose qui colle pas quand même. Gérard Durand, officier de gendarmerie. Ça nous surprend énormément. Donc les gendarmes vont découvrir que Nathalie Le Scril leur a menti. Nathalie leur cache-t-elle d'autres secrets? Pour le savoir, ils enquêtent sur sa personnalité et ils découvrent une femme en proie à une grande instabilité. Là, Nathalie, qui aime Christophe incontestablement, va faire une forme de dépression. Olivia Kligman, avocate de la défense. Et c'est dans cet instant-là, à ce moment-là, qu'elle va commencer à perdre Christophe. Qui lui va rester à la maison pour garder Maya, qui va faire le papa poule à la maison, alors qu'il a quand même sa carrière à faire. Elle aussi, elle aime sa fille, mais le problème c'est que la présence de cet enfant... Georges Charrière, journaliste au Courrier Picard. Avec Nathalie, maintenant les soirées mondaines, les cocktails, les boîtes de nuit, UP de Chantilly, c'est fini. Et elle supporte difficilement. La fille fragile qu'elle est va ressortir, va ressurgir et elle va faire 2 tentatives de suicide, se retrouver à l'hôpital et elle va se retrouver vraiment très très seule. C'est à ce moment-là, 1 an avant la disparition de Christophe, que le couple explose. Nathalie quitte le foyer familial. Elle abandonne son mari et la petite Mayerling âgée de 8 mois. À la suite de cette rupture, Christophe rencontre Corinne et il semble désormais très épanoui avec elle. Les gendarmes se demandent alors si Nathalie ne serait pas devenue jalouse de cette nouvelle relation. Malgré son statut de femme abandonnée, de femme éplorée, les enquêteurs là se disent est-ce que c'est pas le cœur de l'histoire, Nathalie ? Ils lancent une enquête de voisinage sur Nathalie et entendent ses proches dans le monde des courses. Et ils s'aperçoivent que la jeune femme fait beaucoup parler d'elle dans ce petit milieu.
Dans cet univers des courses, Nathalie a une réputation, une drôle de réputation. Ils vont apprendre que depuis un temps certain, Nathalie Lusgrill a des relations multiples et variées dans le monde des courses avec des collègues, notamment de Christophe Lusgrill. Les enquêteurs vont de surprise en surprise. Nathalie était infidèle, et cela bien avant la rupture. Elle trompe Christophe avec ses collègues et ne s'en cache pas. Nathalie, elle est un peu volage en fait. Martial Marcon, jockey et ami de Christophe Lusgrill. Elle aime bien être le centre des conversations, le centre du monde en fait. Elle est connue quand même pour avoir eu des aventures avec beaucoup de personnes dans le milieu des courses. Céline Cortier, amie de Christophe Lusgrill. Donc on sait que c'est une femme facile. Et elle se perd dans cette vie-là. Évidemment, elle se fait courtiser, elle se fait inviter, et les boîtes de nuit, et les soirées. Visiblement, dans ce qui se raconte parmi ces jeunes jockeys, c'est qu'il y en a très peu qui ne sont pas passés dans son lit, en fait, et qui n'ont pas succombé au charme de la flamboyante Nathalie. Les gendarmes découvrent un nouveau visage de Nathalie. Elle collectionne les amants. Et en poursuivant leurs investigations, ils vont mettre au jour une face bien plus sombre de sa personnalité. Au gré des auditions, les témoignages des jockeys se font plus précis. Ils disent tout haut ce que le milieu des courses taisait pour éviter de nuire aux disparus. Dans les vestiaires, Christophe avait changé d'attitude. C'est un monde où il n'y a pas de pudeur entre sportifs. On se met tout nu, après on s'habille pour faire la course. Et là, il y a des collègues ou des entraîneurs qui vont dire d'abord Christophe a changé de comportement. Auparavant, il se déshabillait devant tout le monde, comme tous les jockeys. Puis là, il va se cacher un petit peu. On va au sauna ensemble, on est tous à poil, on va se faire maigrir ensemble. On se connaît. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres jockeys s'étaient rendus compte qu'il portait des traces qui étaient suspectes. Paul Lefebvre, chroniqueur judiciaire. Il a été visiblement battu, d'une certaine manière, battu. Pour les enquêteurs, ces témoignages font l'effet d'une bombe. Christophe, le brillant jockey, serait un homme battu. Il subirait des violences répétées depuis des mois. Et les témoins sont unanimes, Nathalie serait l'auteur des coups. Ah, on parle d'échymose, là, on parle plus de bleu, là, on parle d'échymose. On parle de coups violents. Et peu à peu, ces confidences-là, venant de gens qui ont été témoins, on trouve une femme qui est méchante. Méchante, elle bat. Ce qu'on découvre, c'est que véritablement, il vivait dans un climat de peur, pour ne pas dire de terreur, des agissements de sa femme. Christophe subissait les coups de Nathalie, et il n'aurait pas été le seul dans ce cas-là. Martial, lui aussi jockey et ami de Christophe, a partagé la vie de Nathalie quelques années plus tôt. Il confirme aux enquêteurs le caractère violent de la femme de Christophe. Ah oui, elle me bat, oui. Oui. Ça devient difficile, oui, quand on se rend compte qu'on est avec une fille qui est violente, qui vous bat. C'était plus possible, je pouvais plus puisque ça atteignait un degré de violence où pour moi c'était pas acceptable. C'est pas la Nathalie que moi je connais. C'est pas la Nathalie Lusgrill violente, ni désagréable, ni méchante. C'est extrêmement facile de dépeindre un personnage aussi noir possible. C'est pas la Nathalie que je connais. Plus l'enquête avance, et plus le portrait de la jeune femme s'assombrit. En consultant leurs archives, les gendarmes retrouvent la trace de violences conjugales. Le 28 septembre 1993, un an et demi avant sa disparition, Christophe s'était déjà rendu à la brigade pour se plaindre de Nathalie. Christophe est venu à la gendarmerie. Gérard Durand, officier de gendarmerie. Pour des violences conjugales, donc son épouse l'a frappé au visage avec une poignée de porte lors d'une dispute à domicile.
il a eu le nez fracturé. Tout ce qui est recueilli par les gendarmes, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. tous les témoignages corroborent ça, c'est-à-dire que Nathalie était un personnage qui avait vraiment du mal à se contrôler et qui avait des accès de violence et qui pouvait, n'ayons pas peur des mots, être véritablement dangereuse. Ces témoignages bousculent les certitudes des gendarmes. Et si Nathalie n'était pas, comme elle le prétend, une victime que son mari a failli étrangler, mais bel et bien l'agresseur. Car 3 semaines auparavant, les enquêteurs avaient reçu une femme éplorée. Et aujourd'hui, ils font face à une épouse infidèle qui battrait son mari. Ce double visage place Nathalie dans le collimateur des gendarmes. Au départ, elle se dépeint comme une victime, une femme qui s'est enfuie pour se protéger sa fille. Et puis on se rend compte avec les confidences des jockeys que finalement c'est elle qui bat et c'est lui qui est la victime. C'est elle peut-être qui va devenir l'objet du soupçon. Il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune preuve. Mais tout converge vers elle. Des témoignages accablants et des constatations de violence conjugale. Pour les gendarmes, Nathalie devient la suspect numéro 1. Christophe a disparu depuis plus de 3 semaines. La justice envisage maintenant l'hypothèse d'un homicide et le dossier est confié à un juge d'instruction. Il ordonne que la jeune femme soit placée sur écoute téléphonique. Alors le temps joue contre nous parce qu'on n'a pas d'éléments et pour nous parce qu'on pense qu'elle va faire l'erreur. On pense à l'erreur, on pense qu'à un moment ou à un autre, elle va se piéger elle-même. Les gendarmes sont persuadés que Nathalie est impliquée dans la disparition de son mari. Mais ils n'ont aucune preuve contre elle. Alors ils attendent beaucoup des écoutes. Mais au bout d'une semaine, elle n'apporte rien de nouveau. Il n'y a rien qui permette de mettre Nathalie Lesgril en cause. Georges Charrière, journaliste au Courrier Picard. Par rapport à ce qui serait arrivé à son époux, on n'entend pas dire « Ah bah dis donc, j'ai buté ce sale con », on n'entend pas ça. Donc les gendarmes les écoutent, ça donne rien. On les laisse en place, au cas où, mais ça donne rien. Mais le 7 février 1994, soit 1 mois après la disparition de Christophe, un nouveau témoin inattendu pousse la porte de la gendarmerie. Il a des révélations à faire. Il s'appelle Didier et il a fait connaissance de Nathalie au centre équestre où elle travaille. Et ce qu'il raconte sidère les enquêteurs. Le matin du 6 janvier, jour où elle signale la disparition de son mari, Nathalie lui a demandé de la conduire en forêt. Elle veut aller faire un footing, dit-elle, mais sa voiture est en panne. Il dit, écoutez, le lendemain du jour où Nathalie a indiqué que son mari avait disparu, elle m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai envie d'aller courir, j'ai pas de moyen de locomotion, est-ce que tu peux m'emmener courir dans un bois que je connais. Elle vous a expliqué pourquoi elle voulait aller à tel endroit particulier? Non, elle m'a juste dit qu'elle voulait aller là. À la demande de la jeune femme, il s'engouffre dans le bois Saint-Michel, à 15 km du domicile du couple. Le témoin raconte que Nathalie semble très perturbée. Et elle sort de la voiture un peu dans un état second, elle se met à courir et elle disparaît dans les sous-bois en fait. J'ai attendu, je vais voir venir courant dans les flaques et ainsi de suite. Et elle est énervée, elle dit on me poursuit, il y a des gens, vite on se sauve. Bon, il regarde évidemment et il ne voit personne qui arrive derrière Nathalie, donc il trouve ça un petit peu surprenant, mais finalement il s'exécute et il quitte les lieux. Puis il la ramène à son domicile et n'aura plus de nouvelles d'elle. Sauf dans la presse, bien sûr, où Nathalie se répand, ce qui le pousse à venir raconter aux gendarmes son étrange comportement ce matin-là. Donc les gendarmes ont tiré cette ficelle et vont évidemment se rendre à cet endroit. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de caché ou un indice ou un élément qui pourrait avoir été dissimulé par Nathalie Lesgril ou quelqu'un d'autre à cet endroit précis? Et ça, les gendarmes, ils trouvent là l'élément qui leur manquait. Ce qui va faire basculer l'enquête. C'est un véritable tournant.
Les gendarmes ont enfin une première piste concrète. Elle pourrait les mener à Christophe. Une patrouille se rend sur place pour fouiller les lieux. Les gendarmes, ils ont les chiens, ils sont habitués à faire ce genre de ratissage. Et puis on avance en ligne, dans les bois et dans les chemins. Et là on cherche. C'est pas ce qu'on cherche, mais on cherche. Puis à un moment donné, il y a un tas de bois. Le chien, il s'arrête, il marque. Un peu à l'écart du sentier, les gendarmes dégagent quelques branchages et des feuilles mortes. Et là, ils découvrent avec stupeur le corps d'un homme. Immédiatement, ils pensent à Christophe Le Skrill. C'est pas quelqu'un qui s'est perdu et qui est décédé sur le bord du chemin, il est sous des feuillages. Donc il a un jogging mauve d'une personne de taille petite, 1m60. Il n'y a pas de doute possible, en fait les gendarmes reconnaissent très très vite et identifient sans l'ombre d'un doute le cadavre de Christophe Le Skrill. Christophe Le Skrill, retrouvé mort 1 mois jour pour jour après sa disparition et à seulement 15 km de son domicile. L'enquête bascule. Aussitôt, la brigade de Chantilly quadrille la scène et attend la police scientifique. Un médecin légiste se rend aussi sur place pour identifier les causes de la mort. On a maintenant un corps qui va parler. On aperçoit un lien à la gorge. Gérard Durand, officier de gendarmerie. Un lien de couleur verte qui enserre la gorge, le cou. Un lien serré, très serré, parce que ça fait un sillon. Ce sillon dénote qu'il a été étranglé, quoi. Et à partir du moment où il y a étranglement, il y a meurtre. Première constatation, Christophe a donc été assassiné. Élément supplémentaire, le corps se trouve précisément là où Nathalie est venue faire son jogging. Elle va devoir s'expliquer. Elle est interpellée le 8 février 1994. Les enquêteurs placent Nathalie Le Skrill en garde à vue. Mais comment la faire craquer ? Ils mettent au point une stratégie pour tenter de la déstabiliser. Volontairement, ils lui cachent l'information de la journée, la découverte du corps de son mari, en espérant qu'elle se trahisse elle-même. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la faire craquer. Mais Nathalie, c'est quelqu'un d'assez solide et elle n'est pas du genre à craquer. Donc les premiers interrogatoires, elle se démonte pas, elle est droite dans ses bottes et elle tient tête de manière assez solide aux enquêteurs. Elle est très forte. Hein. Paul Weisbusch, avocat général. On n'arrive pas à la coincer. Elle ne se compromet jamais. Hein. Devant les gendarmes, Nathalie n'en démord pas. Elle soutient avoir quitté la maison avec sa fille après les violences de son mari. Et depuis cette nuit-là, elle est sans nouvelles de lui. Jusqu'à 4 heures du matin, elle ne change pas de version. Alors les gendarmes vont la pousser dans ses retranchements. Lorsqu'ils revoient Nathalie, à ce moment-là, ils lui disent « Bon, ce que vous nous avez raconté hier, vous êtes sûr que c'est vrai, que c'est la bonne version ?» Paul Lefebvre, chroniqueur judiciaire. Parce que nous, on en a une autre. Ah oui? Eh ben oui, on a trouvé un corps, le corps de votre mari. Et où? Eh ben, à l'endroit où vous vous êtes arrêté avec le monsieur qui vous a prêté sa voiture. Et là, elle change radicalement d'attitude devant les enquêteurs. Elle est forcée d'avouer, elle va s'écrouler là. Elle passe aux aveux complets. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire qu'elle reconnaît avoir elle-même donné la mort à son mari Christophe Le Skrill. Selon elle, voici ce qui se serait passé la nuit du drame. Elle affirme que c'est une dispute qui aurait mal tourné, car ce soir-là, elle déclare être venue rejoindre Christophe pour tenter de le reconquérir.
Elle se fait belle, elle est persuadée que ce soir-là, elle va le reconquérir, elle est persuadée que tout va revenir comme avant et que tous les derniers mois qui se sont passés ne seront plus qu'un vieux souvenir. Olivia Kligman, avocate de Nathalie Le Screen. Mais cette soirée ne va pas du tout se passer comme elle l'a prévu. Le ton commence un peu à monter lorsque la petite se met à pleurer. Georges Charrière, journaliste au Courrier Picard. Que Nathalie Le Screen veut la prendre dans ses bras et Christophe dit non. T'as pas vu depuis longtemps, t'es parti, t'étais plus là. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Maëlle Combier. Samira a 20 ans. Elle est jolie, souriante et surtout, c'est une battante. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'elle est dans le coma après avoir reçu une balle dans la nuque et elle se bat pour rester en vie. Que lui est-il arrivé? Qui voulait sa mort? Personne ne le sait. Sa mère, sa famille, ses amis, tous espèrent qu'elle parviendra enfin à se réveiller. Tous, sauf l'assassin. Et puis un beau jour, miracle, Samira se réveille. Va-t-elle pouvoir révéler aux enquêteurs le nom de celui qui l'a agressée? La réponse sur fond de passion, de trahison et de sang dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Créé dans la Drôme, près de Valence. Une région coincée entre les Alpes et le Massif central, au cœur de la vallée du Rhône, sur la route du Soleil. En ce mois de février 2011, Madame Daoud est inquiète. Sa fille, Samira, 20 ans, a quitté le domicile familial il y a 2 jours. Elle devait rejoindre une amie. Depuis, plus de nouvelles. Et 48 heures sans appel, ça ne lui ressemble pas. Le lundi 28 février, tard dans la nuit, le téléphone sonne. J'ai pris le téléphone. Ghezala Daoud, maman de Samira. Est-ce que vous êtes bien la maman de Ben Saad Samira? C'est le commissariat. Je dis oui, c'est ma fille. Elle a eu un accident. Il y a eu un vol. Elle est en prison. Il y a quelque chose. Il m'a dit oui, mais on ne peut pas vous parler au téléphone. Il est 2h du matin. Fatiguée et angoissée, Madame Daoud se rend au commissariat. J'étais dans tous mes états, le cœur qui battait, la fièvre, j'en pouvais plus. Et si elle est bouleversée, c'est parce qu'elle a déjà vécu un drame terrible, il n'y a pas si longtemps. J'ai perdu un fils qui allait avoir 22 ans, par accident. Et c'est vrai que je m'attendais au pire. Mais au commissariat, il n'est pas question de Samira. Les policiers lui disent être à la recherche d'un jeune homme qui a disparu. Il se nomme Maëlle Combier et serait le petit ami de sa fille. À l'occasion de l'enquête sur la disparition inquiétante de Maëlle Combier, Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Les enquêteurs, évidemment, s'intéressent à son environnement, à ses relations habituelles, ses amis, ses proches, et notamment à Samira Ben Saad, qu'il fréquenterait depuis quelque temps. Madame Daoud n'est pas au courant de cette liaison qui a débuté il y a 8 mois. Elle n'a jamais vu Maëlle Combier, et elle ajoute qu'elle est sans nouvelles de Samira. La mère de Samira déclare que, justement, elle est inquiète de la disparition de sa fille qui ne l'a pas appelée, ce qui est totalement inhabituel puisqu'elles sont assez proches et communiquent régulièrement entre elles par téléphone. Les policiers tentent de calmer l'inquiétude de la maman de Samira. Pour le moment, lui disent-ils, il n'y a rien d'alarmant. Donc, les enquêteurs sont rassurés. Michel Marie, chroniqueur judiciaire.
Ils en déduisent que c'est une fugue, entre guillemets, de deux amoureux qui ont décidé de partir et qui ont peut-être oublié de prévenir leurs parents ou leurs proches, sans imaginer qu'ils s'inquiéteraient à ce point. Mais voilà, ce silence ne ressemble ni à Samira, ni à Maëlle Combier. Samira, c'est une très belle jeune fille. Une très belle jeune fille qui a 20 ans. Elle a toute l'insouciance de ses 20 ans, la beauté presque insolente de cette gamine brune. Elle est belle. Son physique ne laisse personne indifférent. Et Samira n'est pas qu'une jolie femme, elle est aussi appréciée de tous. Vendeuse dans un magasin de vêtements, Samira sait qu'elle attire les regards. D'ailleurs, depuis quelques années, ses moments de loisirs, elle les consacre à des séances de pose. Elle voudrait devenir mannequin et elle a tout pour réussir, l'ambition et le caractère bien trempé. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut, c'est une fille qui a un tempérament volcanique. Comme elle est très belle et qu'elle plaît... Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Elle est souvent le centre d'intérêt des autres hommes et elle aime sortir et elle aime faire la fête. Elle aime la vie, elle a des amis, elle sort, elle mord la vie à pleines dents. Quant à son petit ami, Maëlle Combier, il est chef de chantier. Ce lundi-là, il n'est pas allé travailler. Et lui, qui ne s'absente jamais sans raison, n'a pas donné d'explication, ce qui ne colle pas avec sa personnalité. Un jeune homme sérieux dans son travail, chef d'équipe qui évolue bien sur le plan professionnel. Maëlle Combier, c'est quelqu'un qui... Alain Faure, avocat de Maëlle Combier. Au niveau relationnel, est extrêmement gentil, disponible et serviable. Il est marié depuis 4 ans avec une jeune fille rencontrée au lycée à Valence. Et il se marie très tôt, à 18 ans. Donc c'est quelqu'un qui cherche la sécurité et qui se marie trop tôt. Il n'a pas vécu. D'ailleurs, très vite, il multiplie les conquêtes. Les enquêteurs apprennent que sa femme, lassée de ses infidélités, l'a quitté quelques mois plus tôt. C'est un garçon de 22 ans qui est plutôt beau gosse, qui a du succès auprès des jeunes filles. Les policiers découvrent un jeune homme qui cache bien son jeu. Il se rend régulièrement en boîte de nuit, multiplie les rencontres, régulièrement décrit comme dragueur, comme flambeur, qui s'est acheté un véhicule dont il est très fier, un BMW série 1. De temps en temps, il avait besoin de sortir. Francis Courcial, commandant de police. D'avoir la vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. D'un côté, il semble avoir une vie relativement rangée et posée. Et puis de l'autre, il y a le Maëlle Combier qui veut s'écarter de ses engagements, qui multiplie les maîtresses, et on découvre ainsi une personnalité étonnante à double visage. Le 1er mars, le lendemain de la disparition, l'enquête est confiée aux hommes de la police judiciaire de Valence. Face à l'inquiétude des familles, ils accélèrent les recherches. Dans un premier temps, comme pour toute disparition inquiétante, ils prennent contact avec les opérateurs téléphoniques. Leur but, localiser les téléphones mobiles de Samira et de Maëlle. Ils s'aperçoivent que leurs téléphones ont déclenché les mêmes antennes relais au cours des jours précédents. Pour les enquêteurs, cela confirme que les deux disparitions sont liées. En étudiant les relevés, ils se rendent compte que Maëlle et Samira ont quitté la France. Et quand ils s'aperçoivent qu'ils sont partis en Italie, par acquis de conscience, les autorités françaises ont envoyé les 2 photos de Maëlle et de Samira en disant « si vous les voyez, si vous les contrôlez, prévenez-nous ». Les policiers penchent plutôt pour une fugue amoureuse.
Mais le 2 mars, coup de théâtre. Ils reçoivent un appel des carabiniers. Ces derniers ont retrouvé Samira du côté d'Imperia, à 60 km de la frontière franco-italienne. Et voilà ce qu'ils racontent à leurs collègues français. 2 jours plus tôt, l'employé d'une laiterie les a appelés. Alors qu'il quittait son domicile en fin de matinée pour se rendre à son travail, il a pris un chemin isolé et caillouteux à flanc de montagne. Il est 12h10. Massimo Bessonnet, témoin italien. Je vois au sol, au milieu de la route, une forme allongée que je prends pour un mannequin. Massimo descend de son véhicule. Il se rend compte que c'est une jeune femme, couchée sur le sol et inconsciente. Malgré la matinée froide, elle ne portait qu'un jean et une blouse légère. J'ai crié « Réveille-toi ! Réveille-toi !» J'ai pensé qu'elle était ivre ou qu'elle avait pris de la drogue. On ne voyait ni traces de sang, ni blessure. Massimo est pris de panique, d'autant que l'endroit est désert. J'ai eu peur. J'ai regardé s'il n'y avait personne autour. Je voyais son ventre bouger. Elle respirait. Elle était vivante. Mais un détail attire son attention. J'ai remarqué sur le chemin qu'une voiture avait roulé en dehors des traces habituelles. Elle avait laissé des traces en bordure du chemin, sur l'herbe. La voiture devait rouler très vite. Sur place, aucun indice ne permet de comprendre ce qui s'est passé, à tel point d'ailleurs qu'on imagine qu'elle a fait juste un malaise. On se demande ce qu'elle faisait là d'ailleurs. Elle n'a pas de sac à main, elle n'a pas de papier d'identité, elle n'a pas de moyen de paiement, elle n'a pas de téléphone portable, elle n'a rien. Massimo appelle les secours. La victime, toujours inconsciente, est transportée à l'hôpital. À l'hôpital, Romaric Château, avocat de la famille de Samira. elle réussit à donner quelques bribes de son identité, notamment son prénom. Mais très vite, Samira tombe dans un coma profond. Comme le protocole l'exige, les médecins italiens procèdent à un scanner de la tête. On va s'apercevoir assez rapidement que sa situation est extrêmement grave. Philippe Tatiglian, avocat de la famille de Samira. Puisqu'elle a une balle fichée dans son crâne. La balle a pénétré par la nuque. La brûlure du coup de feu a cicatrisé instantanément la blessure. Voilà pourquoi elle n'a pas saigné. Dès qu'on a les informations, bien sûr, on avise la famille de Samira, on avise sa maman. On prend la voiture comme des fous. Ghezala Daoud, maman de Samira. Moi, je pouvais pas conduire parce que j'ai perdu toutes mes raisons, toutes mes capacités. C'est peut-être la dernière fois qu'elle peut voir sa fille et elle veut la voir avant que le pire n'arrive. Quand je l'ai vue, je suis tombée dans les pommes. Je la reconnaissais pas. Mais j'ai pleuré. Qu'est-ce que je peux vous dire? Faut que je repère encore un enfant à 21 ans. Pourquoi? « 2 mars 2011. Il ne s'agit plus d'une simple disparition. Les enquêteurs travaillent désormais sur une affaire criminelle. Ils savent que Maël Combier était avec Samira en Italie. Mais le garçon ne donne plus signe de vie. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver sa trace. Les hommes de la police judiciaire se rendent au domicile de Maël Combier et ce qu'ils y trouvent les laisse perplexes. Et là, on découvre un tapis de prière. Francis Courcial, commandant de police. Et autour de ce tapis de prière se trouvent des échographies. Ce sont les échographies d'un enfant à venir, parce que Maël Combier est marié
à une jeune femme et il s'était converti à la religion musulmane. C'est une scène un peu stupéfiante pour des enquêteurs de se retrouver face à un tapis de prière au sol, ces échographies en arc de cercle, dans une certaine solennité, un certain formalisme. Ça impressionne et ça étonne. Les échographies sont au nom de l'épouse de Maël Combier, dont il est séparé. Le jeune homme serait donc sur le point de devenir père. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations en France et en Italie. Ils consultent les relevés des cartes bancaires des deux amants et découvrent qu'ils ont passé la nuit du samedi au dimanche dans un hôtel sur la Côte d'Azur. Ils s'arrêtent à Nice. Ils passent la soirée et la nuit ensemble dans un hôtel. Les caméras de surveillance de cet hôtel sont exploitées par les enquêteurs. On voit un couple ensemble qui se dirige vers la chambre dans laquelle ils vont passer la nuit. Visiblement, ce couple va bien. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Et on les voit vivants tous les deux rentrer et sortir de l'hôtel. Puis, le couple roule pendant 500 km. Le relevé des cartes bancaires indique qu'ils passent la nuit suivante dans un grand palace à Livourne, sur la Riviera italienne. Ils vont passer la nuit dans ce magnifique hôtel qui donne sur la Méditerranée, un 4 étoiles. Le réceptionniste de l'hôtel indique qu'il quitte l'établissement le lundi matin vers 8 heures. Le jeudi 3 mars, le journal régional fait sa une sur une jeune femme originaire de la Drôme qui a été retrouvée vivante, une balle dans la tête, en Italie. Et conclut, à propos de Maël Combier, le Dromois, âgé d'une vingtaine d'années, était toujours activement recherché par les policiers italiens et français. Avec cet article, Maël Combier découvre que la police est sur ses traces. Le 4 mars 2011, il se sait recherché, il n'est pas équipé, c'est pas Mesrine, donc forcément sa cavale n'a qu'un temps, ne peut durer qu'un temps. Et face à cela, il prend une décision qu'il n'avait pas prévue, celle de se rendre au commissariat de police de Valence. Le 4 mars à 18h40, 4 jours après la découverte du corps de Samira, Maël Combier se présente au commissariat. Il est placé en garde à vue sur le champ et il se met à table sans difficulté. C'est bien lui qui a tiré sur Samira. Il veut donner sa version des faits aux policiers et commence par raconter en détail sa relation amoureuse avec la jeune femme. C'est une relation très curieuse. Quand on les voit de loin, on a l'impression qu'ils sont très amoureux, ils sont beaux tous les deux, ils ont l'air de bien s'entendre, etc. Mais quand on gratte un peu, ces deux caractères volcaniques, explosifs, qui n'arrivent pas à s'entendre en réalité. La situation est complexe. Maël Combier est jeune marié, Samira Ben Saad est belle, et donc il y a chez eux un peu comme un amour impossible, tumultueux, passionnel. Samira est une forte personnalité. Alain Faure, avocat de Maël Combier. Samira elle veut Maël Combier. Samira est éperdument amoureuse de Maël Combier. Elle souhaite avoir avec lui une relation qui va au-delà d'un simple flirt, mais elle veut s'engager avec lui dans la vie, elle l'aime. Mais lui ne partage pas les sentiments de Samira. À plusieurs reprises, il a voulu se séparer d'elle, car un événement inattendu est venu bouleverser sa propre vie. Il a appris que son épouse était enceinte et il veut renouer des relations avec elle et se remettre en ménage avec elle. Donc il n'est pas question qu'il s'encombre la vie d'une maîtresse envahissante. Samira est une femme très possessive, Samira ne veut pas entendre parler d'une rupture et Samira est prête à tout pour garder Maël Combier. Il raconte que la jeune femme le harcèle de coups de téléphone et de SMS. Il explique que Samira était trop pressante, lui envoyait trop de SMS. Il y a eu plus de 1000 appels
et SMS par mois, que certains jours, il y a eu 154 appels dans la journée. Le jour, la nuit, ça l'a rendu fou. C'est du harcèlement, il faut dire ce qui est. C'est je t'aime moi non plus, et un coup ils sont ensemble, un coup ils le sont plus. Le jeune homme poursuit sa confession. Sa femme, ayant appris sa liaison avec Samira, le repousse et décide de le quitter définitivement. Et c'est là que le monde de Maël Combier s'écroule. 5 mars 2011, la garde à vue se poursuit et Maël Combier continue de livrer sa version aux enquêteurs. Tout commence dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 février 2011. Il est 4 heures du matin. À ce moment-là, Maël Combier et Samira sont en froid. Ce soir-là, il sort avec des copains et des copines en discothèque. Il n'est pas avec Samira. Samira, quant à elle, sort également avec des copains et des copines à elle, et ils vont se retrouver fortuitement dans cette discothèque. Monsieur Combier est accompagné d'une autre jeune femme. Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Qui va l'embrasser, ce qui va énerver Samira, la rendre extrêmement jalouse. Et là, les choses ont dégénéré parce que les deux femmes se sont attrapées pour se crêper le chignon. Dans la boîte de nuit se trouvent également les cousins de Samira. Ils prennent sa défense et c'est la bagarre générale. Tous ces jeunes gens sont expulsés sur parking. Francis Courcial, commandant de police. Les mots sont échangés, quelques coups sont échangés. Samira va piquer une véritable crise d'hystérie. Maël raconte que pendant la bagarre, Samira s'empare des clés de son véhicule garé sur le parking et raye rageusement les portières de la voiture dont le jeune homme est si fier. Et ensuite, non contente d'avoir rayé la voiture, Michel Marie, chroniqueur judiciaire. elle prend les clés, elle les jette le plus loin possible de manière à ce qu'il ne les retrouve pas. Maël Combier est hors de lui. Il est 6 heures du matin et il n'a plus de clé. En plus de la fatigue, il sent encore les coups encaissés lors de la bagarre. Mais ça n'est pas tout. Il a reçu des menaces qui tournent en boucle dans sa tête. Un des hommes qui accompagne Samira va menacer Maël Combier et va lui dire « Moi j'ai un flingue ». C'est à partir de là que Maël Combier va ressentir la peur. Il est victime de menaces de mort. 8 heures, très perturbé par les événements de la nuit, et après avoir récupéré le double de ses clés, il part directement travailler sur son chantier. Voilà un homme qui n'a quasiment pas dormi de la nuit, qui s'est fait agresser, qui arrive sur son lieu de travail le samedi matin fatigué, contrarié. C'est un garçon qui est déstabilisé moralement. C'est un garçon qui a vu partir sa femme, qui sait que sa femme attend un bébé. C'est un garçon qui voudrait se séparer de Samira. Et c'est un garçon qui en plus reçoit des menaces de mort. Alors il va faire ce qu'il ne fallait pas faire. Vers 9 heures, sans donner d'explication, il quitte précipitamment le chantier. Il va retirer de l'argent en liquide. Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Et va décider de se rendre dans un quartier de Valence pour acheter une arme à feu. Il se rend au bord du Rhône, il va charger l'arme et il va l'essayer à plusieurs reprises pour être sûr que cette arme fonctionne. Il semble établi qu'il achète cette arme parce qu'il craint pour sa vie, parce qu'il a peur par rapport aux menaces de la veille. Puis il se rend chez sa mère, mais il ne lui raconte rien de ce qui s'est passé la nuit précédente. On sent qu'il a besoin de réconfort, on sent qu'il est angoissé, on sent qu'il a la boule au ventre. Il quitte sa maman et appelle Samira pour lui donner rendez-vous. Il veut s'expliquer après la nuit agitée qu'ils ont vécue.
lui propose de passer la soirée pour aller manger ensemble chez une amie, et ce qui explique que Samira descend le rejoindre sans préparer de sac, sans prendre d'affaires. Puis très rapidement sur la route, Maël Combier va lui dire que finalement le programme est changé, qu'ils vont partir en week-end ensemble dans le sud de la France. Selon Maël Combier, les deux amants n'ont pas la même vision de cette escapade improvisée. Samira, elle considère que si elle part en week-end avec Maël, c'est que Maël veut revivre avec elle. Alain Faure, avocat de Maël Combier. Alors que Maël part en week-end avec Samira pour rompre avec elle. Cette explication ne convainc pas les enquêteurs. Pourquoi offrir une escapade amoureuse à sa maîtresse alors qu'il veut lui annoncer que tout est fini ? Face aux policiers, Maël Combier reprend le récit du voyage. Il leur confirme ce qu'ils savent déjà grâce aux images de vidéosurveillance. Le couple est parti de Valence et s'arrête à l'hôtel à Nice. Le lendemain, ils reprennent la route jusqu'à Livourne où ils passent la nuit. Ils ont fait l'amour ensemble, ils ont pris leur petit déjeuner en amoureux. Et Maël, il faut qu'il revienne. Le travail l'attend. Le jeune homme dit aux enquêteurs que ce lundi 28 février, il veut mettre les choses au point. Il a tenté à plusieurs reprises pendant le week-end de convaincre Samira d'accepter la séparation. Maël est convaincue qu'elle a compris. Mais elle n'a rien compris. Elle ne veut pas comprendre. Et la dispute va éclater. Ils roulent pendant 3 heures. À bord du véhicule, le couple alterne querelle et réconciliation. Samira joue alors son va-tout. Et là, elle lui demande une dernière faveur, si je puis dire. Il va dire, lui, que Samira voudrait avoir une relation sexuelle à nouveau avec lui. Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Et va prendre prétexte de cette situation pour quitter d'abord l'autoroute. À Imperia, à une 60aine de kilomètres avant la frontière française, Maël Combier prend la nationale et se met en quête d'un lieu isolé. Mais pour lui, pas question de faire l'amour à Samira. Alors il ne pense qu'à une chose, lui faire peur. Peut-être que si elle a peur, peut-être qu'elle va enfin comprendre qu'il veut se séparer d'elle. C'est l'idée folle qui va amener au drame. Maël Combier emprunte un chemin. Le véhicule grimpe avec difficulté le long de ce chemin étroit et peu praticable. La côte à pic l'oblige à rouler lentement au bord du ravin. Et il va monter, quitter les habitations pour se retrouver en pleine campagne, voire même en pleine montagne. Il s'arrête au bout de ce chemin, manœuvre pour faire un demi-tour. Samira peut croire que l'endroit est propice pour avoir une relation sentimentale ou sexuelle avec Monsieur Combier. Lui a manifestement d'autres intentions. La dispute à propos de la séparation reprend de plus belle entre les amants. Samira sort du véhicule. Et là, il sort l'arme pour l'impressionner. Il la menace. Lui dit, moi, c'est pas compliqué, c'était pour lui faire peur. Et là, il affirmera que le coup est parti tout seul. Samira s'écroule, une balle dans la nuque. Elle se retrouve à terre, allongée sur le dos, inconsciente. Maël Combier fait un dessin aux policiers pour expliquer les circonstances de ce qu'il décrit comme un accident. Il se tenait, selon lui, à distance de Samira. Moi, je regarde les faits. Je dis il y avait 5 à 6 balles dans cette arme, il n'a tiré qu'une fois. Ça signifie tout simplement qu'il ne voulait pas tuer.
Maël Combier la croit morte. Il remonte dans son véhicule et file vers l'autoroute. Il abandonne Samira dans cet endroit désert, à 450 km de chez elle. Et voilà comment il justifie son comportement face aux enquêteurs. Maël Combier, il est effondré et il est en pleine panique, il ne sait plus où il habite. On n'est plus dans la logique, on n'est pas dans la rationalité. Le 6 mars 2011, après ses aveux, Maël Combier est mis en examen pour tentative d'assassinat sur Samira Ben Saad. Il est écroué et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Privas, en Ardèche. Mais la version du tir par accident n'a pas convaincu les enquêteurs. Un long travail d'investigation commence. Pendant ce temps, de l'autre côté des Alpes, Samira est entre la vie et la mort depuis 15 jours. Madame Daoud, sa maman, est restée à ses côtés. Les médecins italiens sont très pessimistes, ils considèrent que c'est foutu. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Et cette maman ne veut pas entendre ça. Et donc elle décide de faire rapatrier sanitaire sa fille en direction de Marseille. À l'hôpital de Marseille, le diagnostic des chirurgiens n'est pas plus optimiste. On ne touchera pas, on n'enlèvera pas la balle et qu'elle vivra avec. Ghezala Daoud, maman de Samira. Ma fille, pendant 10 jours, elle faisait du 42 de fièvre. C'est-à-dire, elle pouvait mourir même dans le lit. La maman de Samira est placée devant un choix impossible. Extraire la balle ou condamner la jeune femme à une mort certaine. Et une équipe de chirurgiens décide de tenter l'opération. Francis Courcial, commandant de police. Avec tous les risques que ça comportait, parce qu'ils pensaient qu'elle ne tiendrait pas l'opération. Ils l'ont pris à 6h du matin et ça a duré jusqu'à 4h de l'après-midi. Et les cœurs, les palpitations, on était dans un état, toute ma famille était là. Hein. C'est l'opération de la dernière chance. Tout le monde envisage le pire. Avec une balle dans la tête, avec une paralysie presque quasi généralisée, on pense plutôt à aller aux pompes funèbres. Pourtant, ce jour-là, contre toute attente, les chirurgiens marseillais réalisent l'exploit de retirer la balle du crâne de Samira. Elle est sauvée. Elle, c'est un miracle. Un grand miracle. Elle était condamnée à une mort certaine sur ce chemin en Italie. Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Une balle dans le cerveau, ça entraîne des conséquences extrêmement lourdes. Et là, l'opération a été efficace et utile. Et donc Samira Ben Saad est une miraculée. Malgré des séquelles encore visibles, Samira a accepté de témoigner devant la caméra. La jeune femme est clouée sur un fauteuil roulant. Elle n'a pas encore récupéré une élocution normale. Je me suis beaucoup battue. En fait, j'ai un caractère et un mental, il est fort. Malgré que je suis fatiguée et tout, je me dis quand même, malgré que je suis en fauteuil, je peux le faire. C'est ça que je me mets en tête. Et je crois que c'est ça qui me fait tenir aussi. Le 11 octobre 2011, 8 mois après avoir frôlé la mort, elle est enfin entendue par les enquêteurs. Ils attendent beaucoup de cette rencontre et veulent sa version des faits. La jeune femme va les surprendre, car elle n'a rien oublié. Elle décrit d'abord quelle était, selon elle, la vraie nature de sa liaison avec Maël Combier. Je tenais à lui. J'étais amoureuse de lui. Lui, il était très jaloux, mais lui, il avait le droit de faire ce qu'il voulait.
parce que lui, il avait beaucoup de conquêtes. Il me le disait pas. Et c'est moi qui le découvrais au fur et à mesure. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais tous les quitter, c'est rien. Et moi, à chaque fois, je le croyais. Puis elle leur raconte, minute par minute, ce qu'il s'est passé. Samira a effectivement accepté de partir en week-end avec son amant. Elle est heureuse de passer le week-end avec Maël Combier. C'est un rêve. Elle est complètement subjuguée par Monsieur Combier. Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Et pour elle, c'est un voyage d'amoureux et c'est le début de ce qu'elle espère, c'est-à-dire une relation qui va s'inscrire dans la durée. Elle décrit avec précision les minutes qui ont précédé le drame. Je voulais absolument rentrer. Lui il m'a dit, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, rentre, moi aussi je travaille. Attends, juste vite fait, avant qu'on prenne la route pour rentrer en France, je vais vite fait monter, jeter un truc dans une poubelle. Ce qui contredit la version de son petit ami qui affirmait qu'elle souhaitait une dernière relation sexuelle. Il est environ 11h30 quand le véhicule de Maël Combier s'engage sur ce chemin isolé. Samira ne sait rien des intentions de son amant. Arrivé au sommet, il stoppe son véhicule. Il va sortir du véhicule, faire le tour, ouvrir la porte, la sortir physiquement, elle, de cette voiture. Moi, j'étais, je sais plus comment, j'étais comme ça, au dodo. Lui, il était derrière moi. Maël Combier colle le canon du revolver sur la nuque de Samira. Il m'a dit, là, tu fais quoi? J'ai dit, ben vas-y, tire si t'es un homme. Et c'est là qu'il a tiré. Il tire à bout portant, c'est pourquoi Samira n'a pas saigné et pourquoi la balle dans son crâne n'a été repérée qu'au scanner. C'est une exécution sommaire. Ça renvoie véritablement à ce qu'il y a de pire dans l'être humain. J'ai fermé les yeux. Et lui, il est venu voir si je respirais ou pas. Et après, il a vu que j'étais vraiment mort. J'avais fait comme ça. J'avais coupé mon souffle, là. J'avais coupé mon souffle, j'avais fermé mes yeux. Et j'avais peur qu'il retire, en fait. Heureusement pour elle, Maël Combier prend la fuite et ne tire pas une seconde fois. Les doutes des enquêteurs se confirment. La version du tir par accident ne tient pas. Samira explique que selon elle, son ex-amant a voulu l'assassiner à cause de ce qui s'était passé sur le parking de la boîte de nuit. En fait, je pense qu'il a voulu se venger. Il n'a pas su faire avec mes cousins et tout. Et il s'en est pris à moi. En réalité, Maël Combier est dans une logique de toute puissance. Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Et il veut régler ça à sa manière. Et pour cela, il prépare le crime qu'il a réfléchi. Après le témoignage de Samira, les enquêteurs sont convaincus que Maël Combier ne leur a pas dit la vérité. La thèse de l'accident, la panique qui l'aurait empêché d'appeler les secours, ils n'y croient pas. Si c'est un accident, évidemment qu'il appelle les secours. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. C'est d'abord, mon Dieu, le coup est parti. Vite, j'appelle la police, j'appelle les pompiers, j'appelle les secours, le SAMU ou que sais-je. C'est quand même une femme avec laquelle il a passé 8 mois de sa vie. Il l'abandonne comme un sac de linge sale.
De plus, Maël Combier ne laisse sur place aucun moyen d'identifier sa victime, comme s'il voulait empêcher que l'on remonte trop vite jusqu'à lui. Il emporte dans son véhicule les effets personnels de Samira, téléphone, carte bancaire et surtout carte d'identité. Depuis 8 mois, les investigations des enquêteurs ont permis d'accumuler de nombreux éléments à charge. À 11h43, il est filmé au moment où il rejoint la nationale. À 12h22, la vidéosurveillance le repère à la frontière franco-italienne. Et vers 13h20, on sait par le relevé de sa carte bancaire qu'il quitte l'autoroute au péage de Cannes. Lorsqu'il arrive à Cannes, il va acheter une bague. Et c'est vrai qu'a posteriori, c'est quand même assez troublant, comme il vient de commettre un crime, achète un bijou, se demande bien à qui il va pouvoir l'offrir, entre sa femme avec laquelle il est en instance de divorce et Samira qu'il a abandonnée sur une route rocailleuse, et le voilà qui achète un bijou. Il quitte Cannes et s'engage sur l'autoroute en direction de Valence. À 17h50, sur l'aire de Sorgues, dans le Vaucluse, il est filmé alors qu'il tente de retirer de l'argent avec la carte bancaire de Samira. Il utilise la carte bleue de Samira Ben Saad pour faire croire que celle-ci est encore en vie, afin que personne ne s'inquiète de son sort. Puis il repart vers Valence. Toujours dans la même veine, toujours dans le même état d'esprit de dissimuler les événements. Francis Courcial, commandant de police. Il va jeter les vêtements de Samira au bord du Rhône, près de Montélimar. Il les jette à un endroit où on peut les retrouver assez facilement. En tout cas, il spécule sur le fait qu'un promeneur va découvrir ce sac à main et le ramener au commissariat. Tout ça est bien manigancé parce que, effectivement, si Samira était décédée... Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. On aurait retrouvé ses affaires, on aurait pu penser qu'elle avait disparu ou été agressée dans la région. Et on n'aurait fait aucun lien avec un corps découvert en Italie, dont on n'aurait d'ailleurs pas eu connaissance. Dans la soirée du lundi 28 février, Maël Combier ignore encore que Samira est vivante. Alors, il adresse un SMS rassurant à Madame Daoud depuis le téléphone de sa fille. Je reçois le texto. Maman, t'inquiète, je t'aime, t'inquiète pas. Je viendrai, je sais que demain je travaille. Bisous. Ghezala Daoud, maman de Samira. Mais c'était pas ma fille. C'était le jeune Combier qui parlait à la place de Samira, qui était avec une balle en train de mourir en Italie. Monsieur Combier a une intelligence pratique assez redoutable. En fait, il a préparé son crime avant, pendant et même après, pour pouvoir être mis hors de cause si jamais les soupçons venaient vers lui. Arrivé près de Valence, il prend contact avec une jeune fille. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Sarah. Les enquêteurs ont relevé que Maël Combier était en contact avec elle durant tout le week-end passé avec Samira. On ne sait pas très bien quelle est la nature exacte de leur relation, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. En tout cas, il y a un début, un embryon d'histoire entre ces deux-là, au point quand même qu'il pense à elle pendant tout le week-end et que c'est pas n'importe quel week-end. C'est un week-end où il va commettre un crime. Et lorsqu'il arrive dans la région, la première personne qu'il appelle, c'est elle. C'est une jeune fille qu'il connaît depuis longtemps. Sophie Turpin, avocate de Sarah. Dont il sait qu'elle peut entretenir un sentiment amoureux à son égard et avec laquelle il a une amitié qui lui permet de penser effectivement qu'elle peut l'aider. Et ce qu'il veut maintenant, c'est une planque. Maël Combier lui donne rendez-vous. Sarah et Maël se retrouvent dans un bar au Pouzin, en Ardèche.
Maël, qui a un comportement assez inquiétant, ne lui dit pas ce qui s'est réellement passé. Il lui dit qu'il a fait une bêtise et qu'il a besoin qu'elle l'aide, notamment pour lui trouver une chambre pour la nuit. Maël Combier lui offre la bague achetée quelques heures plus tôt à Cannes. Sarah accepte de l'aider. Maël Combier est un manipulateur, c'est un séducteur. Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Il est capable d'obtenir facilement ce qu'il veut. Et il sait exactement les raisons pour lesquelles il achète ce bijou et il sait qui est-ce qu'il va solliciter. Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Il est toujours dans la volonté de charmer et d'utiliser les autres à son profit. Pour aider son ami à se cacher, Sarah réserve une chambre aux Tourettes, près de Montélimar, dans un hôtel sans réception. Ce qui permet aux deux jeunes gens de se retrouver dans la chambre sans être vus par qui que ce soit. La découverte de cette liaison contredit la version de Maël Combier qui prétend vouloir renouer avec son épouse. Le comportement de Maël Combier n'est pas rationnel. Il y a une espèce d'éparpillement des sentiments, c'est complètement désordonné. Enfin,